Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le chapitre mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, considérons une situation concrète. Nous avons donc ici une balle que nous allons lancer dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Nous allons considérer pour cela donc un repère OX, OY. Donc, lançons cette balle avec une certaine vitesse initiale. Alors nous étudions le mouvement du centre de gravité comme on fait de la balle, donc on est ramené à la mécanique du point. Donc la balle a été lancée depuis l'origine O du repère avec une vitesse V0 dont la valeur est connue. L'angle alpha déclinaison par rapport à l'horizontale est également connu et la position initiale de la balle, caractérisée par le vecteur position, est parfaitement connue, donc à savoir les coordonnées sont 0 et 0. Donc nous allons essayer dans cette étude, connaissant les conditions initiales de lancement, de déterminer l'accélération du centre de gravité de cette balle, sa vitesse, son vecteur vitesse, ses coordonnées dans ce repère cartésien, ainsi que les équations horaires du mouvement. Et on finira par la détermination de l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la relation qui relie y l'ordonnée en fonction de x, son abscisse. Alors, il est important dans un premier temps de définir ce qu'on appelle le cadre d'étude. Donc, cadre d'étude, c'est un certain nombre d'informations qu'il va falloir, qui vont toujours préciser au début comme le fait du sujet. Donc, le système, c'est la balle de masse m, assimilée à un point matériel. On se place dans le référentiel terrestre supposé qui est galiléen. Pourquoi galiléen? Pour pouvoir lui appliquer les lois de Newton. Le repère cartésien, qui est ici, qui est défini par les axes OX, OY, avec les vecteurs unitaires I et J portés par chacun de ces axes. Alors en règle générale, le repère est donné dans un sujet de baccalauréat, donc on n'a pas à choisir ce repère. En règle générale, on a OX ou Y, mais il peut arriver certaines fois que l'on ait Z à cet endroit-là au lieu de Y. On commence par un bilan des forces. Dans cet exercice, on négligera toujours les forces de frottement de l'air. Ça sera encore précisé dans le sujet. Donc l'étude se fait uniquement en considérant que le poids. On est dans les conditions de chute libre. Le poids est égal à m fois g, g étant le champ de pesanteur qui est uniforme ici dans cette étude. C'est-à-dire que le vecteur g, dans tout l'espace où le mouvement est étudié, aura toujours la même direction, même sens et même valeur. La valeur, je vous rappelle qu'elle est autour de 9,8 newtons par kilogramme à la surface de la Terre. Donc une fois que le bilan des forces est réalisé, on va pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton qui dit que la somme vectorielle des forces est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Or, nous venons de voir que la seule force à considérer étant le poids, on a également que la somme vectorielle des forces est égale au poids, est égale à m fois g. Alors, en appliquant la seconde loi de Newton, nous sortons que m fois a est égal à m fois g, donc nous pouvons simplifier par la masse, et le vecteur accélération est à chaque instant égal au vecteur champ de pesanteur. Donc nous pouvons représenter le vecteur accélération, il est comme le vecteur g, donc vertical dirigé vers le bas, et collinéaire au vecteur force poids. Pour pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur accélération, il va falloir que, préalablement, je détermine les coordonnées du vecteur champ de pesanteur. Le champ de pesanteur étant vertical dirigé vers le bas, donc je détermine très facilement ces coordonnées, Gx vaut 0, donc si je projette ici, j'ai tout simplement un point dont la longueur vaut 0, Gy est égal à moins g, donc si je le projette sur l'axe Y, j'ai une longueur qui correspond à g, à la norme du vecteur g. Par contre, le vecteur g étant dirigé vers le bas et l'axe Y étant dirigé vers le haut, donc on voit bien que ces orientations sont opposées, je suis obligé de mettre un signe moins à ce niveau-là. J'ai ainsi déterminé les coordonnées du vecteur accélération dans le repère OX, OY. On voit bien que le vecteur accélération a des coordonnées qui sont constantes. Pour obtenir le vecteur vitesse à partir du vecteur accélération, je vais devoir chercher la primitive du vecteur accélération, c'est-à-dire que je vais devoir intégrer le vecteur accélération. Pourquoi? Parce que par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Comment trouver les primitives d'une fonction? Alors pour cela, on va faire un petit rappel mathématique à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie rechercher la primitive d'une fonction? Eh bien, la primitive sera déterminée
Si et seulement si je dérive donc la primitive, je vais pouvoir retrouver ma fonction. Donc ainsi, si je cherche la primitive de 3, eh bien ça sera tout simplement 3t, parce que si je dérive 3t par rapport au temps, bien sûr, je vais obtenir 3. Mais vous allez me dire, si j'ai 3t plus 2, je vais également obtenir 3. Si j'ai 3t moins 4, je vais également obtenir 3. Voilà pourquoi, lorsqu'on cherche donc une primitive, on va toujours donner la primitive à une constante près. Donc on va rajouter toujours une constante d'intégration. Donc, il est important de connaître ce tableau-là. Donc, si je cherche la primitive de t, eh bien, la primitive de t est égale à t au carré sur 2, parce que si je dérive t au carré sur 2, j'obtiens bien t, avec une constante d'intégration, encore une fois. Et si je considère la primitive de 5t, je vais obtenir 5t au carré sur 2 plus 4. Voilà. Donc, il est important de connaître donc, ces résultats-là, ce qui vont nous aider à retrouver rapidement les primitives en mécanique. Donc, si je cherche la primitive qui me fait de ax, c'est-à-dire 0, je me retrouve dans la situation première qui consiste à chercher la primitive d'une constante. Donc ça sera donc 0 fois t, plus une constante d'intégration. Je commence à numéroter les constantes d'intégration parce que je vais en trouver 4 à la fin. Donc il va falloir les différencier. Il en est de même pour y, donc j'ai moins g qui est également une constante, je me retrouve dans la situation 1, donc si je cherche la primitive de moins g, ben c'est tout simplement moins g fois t plus la constante d'intégration. Alors je fais ressortir en couleur t, on va voir c'est juste un petit point de repère qui va nous aider donc à déterminer rapidement les primitives. Donc par intégration du vecteur accélération, nous obtenons donc les coordonnées du vecteur vitesse. Ces coordonnées du vecteur vitesse sont connues à une constante d'intégration près. Donc ces constantes d'intégration, il va falloir les déterminer. Pour cela, nous allons nous placer dans les conditions initiales, car à l'instant initial, nous savons exactement comment était le vecteur vitesse. Alors, les coordonnées du vecteur vitesse, V0, dans le repère X ou Y, sont données donc ici. V0x est égal à V0 cosinus alpha et V0y est égal à V0 sinus alpha. Alors, comment obtenons ces résultats-là? Je vais vous faire un petit rappel mathématique. Le vecteur V0 donc, est orienté de cette façon-là qu'il fait dans le repère donc, X ou Y. Donc il est incliné d'un angle alpha par rapport donc, à l'horizontale. Donc pour déterminer V0x, son abscisse ici, il va falloir considérer le triangle rectangle O et B. Rectangle en B. Dans ce triangle rectangle, on va utiliser la relation trigonométrique cosinus alpha qui est égale à OB côté adjacent sur OA le côté hypoténuse. Donc on voit bien que le côté adjacent OB correspond à V0x et que la longueur OA correspond à la norme du vecteur V0. Donc de cette relation, on va pouvoir tirer V0x est égal à V0 cosinus alpha. On fera de la même façon pour déterminer V0y. Cette fois-ci, on va devoir déterminer V0y qui correspond à ce côté-là, qu'on retrouve également côté opposé dans le triangle rectangle AOB. On va considérer cette fois-ci la relation trigonométrique sinus alpha, c'est le côté AB opposé sur l'hypoténuse. Et de là, on va pouvoir sortir V0y. Alors ces résultats-là, donc vous les déduisez assez rapidement, donc à partir de la trigonométrie, donc on les écrit directement donc ici, dans les coordonnées du vecteur initial. Nous avons vu tout à l'heure les coordonnées du vecteur vitesse, ici, qui étaient données à n'importe quel instant. Donc on va pouvoir injecter t est égal à 0 dans les coordonnées donc ici, pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial. Donc je reprends exactement cette relation, Vx est égal à 0t plus k1, et je pose t est égal à 0, donc je vais obtenir directement k1. Et pour Vy, je vais poser t est égal à 0, donc ça fait moins g fois 0 plus k2, ça vous donne k2. Donc nous voyons ici que nous avons les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, exprimées différemment, mais on parle exactement de la même chose, donc du vecteur vitesse initial. Donc on va procéder à une identification, donc V0x est égal à Vx, donc on sort que K1 est égal à V0 cosinus alpha, et on sort que K2 est égal à V0 sinus alpha. Donc une fois que les constantes d'intégration ont été parfaitement déterminées, donc on revient sur les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant, et on va pouvoir remplacer K1 et K2 par les expressions qui ont été déterminées précédemment. Et on arrive ainsi aux coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant, qui constitue ainsi une relation 3 et 4. Nous sommes arrivés donc aux coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Donc Vx est égal à V0 cosinus alpha, donc c'est une constante, et Vy est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc je fais toujours apparaître d'une couleur rouge, donc ici, la variable temps. Ça sera beaucoup plus simple lorsque je vais chercher les primitives.
Alors pour obtenir le vecteur position OM, je vais devoir cette fois-ci intégrer le vecteur vitesse par rapport au temps. Donc je vais intégrer d'abord Vx pour obtenir x. Alors je vois bien que Vx est égal à V0 cosinus alpha, donc c'est une constante, au même titre que 3 par exemple, donc je reviens sur mes rappels mathématiques, donc je vais dire c'est une constante comme 3, donc quand je cherche la primitive de 3, c'est tout simplement 3t. Donc la primitive de Vx, V0 cosinus alpha, ça sera V0 cosinus alpha fois t, plus une nouvelle constante d'intégration, car à chaque fois que je cherche une primitive, je vais devoir rajouter une constante d'intégration. Quant à y, Vy, ici, vous voyez bien qu'il y a deux termes. Il y a moins gt d'une part et V0 sinus alpha. Donc je vais d'abord chercher la primitive de moins gt, puis j'additionnerai la primitive de V0 sinus alpha. Alors, moins gt, donc si je compare par rapport à mon tableau de mathématiques ici, je vois bien que je me retrouve dans la situation 3. C'est comme si je cherchais la primitive de 5t. Et la primitive de 5t, c'est 5t au carré sur 2. Donc, la primitive de moins gt, ça sera tout simplement moins gt au carré sur 2. V0 sinus alpha, bien c'est une constante, donc comme 3, donc je vais tout simplement dire que la primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois t, plus une nouvelle constante d'intégration K4. Alors, encore une fois, j'ai à ce stade-là donc les coordonnées du vecteur position, donc OM, mais les constantes d'intégration ne sont pas définies. Je vais devoir rechercher les expressions des constantes d'intégration K3 et K4, et ça je le ferai grâce aux conditions initiales. Donc cette fois-ci, je vous pose la question, où était le centre de gravité de la balle à l'instant initial? Elle était à l'origine du repère. Donc OM0 avait pour coordonnées x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. Donc ça c'est l'énoncé qui me le dit. Je vais tout simplement reprendre les coordonnées du vecteur position au-dessus et injecter t est égal à 0 à chaque fois qu'il apparaît dans les équations de Correr pour pouvoir sortir les constantes d'intégration K3 et K4. Donc si j'injecte t est égal à 0, je me place encore à l'instant initial, je vais trouver que x est égal à K3 et que y, ces deux termes s'annulent, est égal à K4. J'ai ainsi exprimé le vecteur position à l'instant initial de deux manières différentes, mais on parle de la même chose, donc je vais procéder à une identification. x0 est égal à 0 correspond à K3, y0 est égal à 0 correspond à K4. Ainsi, à ce stade-là, les constantes d'intégration K3 et K4 sont parfaitement définies. Je vais pouvoir reprendre mes relations que j'avais obtenues précédemment, donc ici, les coordonnées du vecteur position, et remplacer tout simplement K3 par 0 et K4 par 0. J'ai ainsi les équations horaires du mouvement qui constituent nos relations 5 et 6. Alors, ce vecteur position nous permet de connaître la position du centre de gravité qui est de la balle à n'importe quel instant. Si je veux savoir par exemple à l'instant t est égal à 2 secondes où se trouve la balle, il suffit que je remplace t dans ces expressions par 2 et j'ai ainsi les coordonnées du vecteur position qui permet de repérer donc la balle dans le repère OX, OY. Nous venons de déterminer les coordonnées du vecteur position, ce qu'on appelle les équations horaires qui constituent les relations 5 et 6. En règle générale, on va vous demander par la suite de déterminer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est la relation entre Y et X. Donc la variable t ne doit pas apparaître dans cette expression. Donc c'est pour cette raison qu'on va sortir t de la première équation horaire. Donc x est égal à V0 cosinus alpha t, donc on sort que t est égal à x sur V0 cosinus alpha, et l'expression de t va être injectée dans la deuxième équation de horaire. Donc de partout où il y a t, donc je remplace par x sur V0 cosinus alpha. Donc j'obtiens donc une expression assez complexe dans un premier temps. Effectivement, donc je vais arranger tout cela. Donc je remarque donc, que le second terme, on a V0 sinus alpha fois x sur V0 cosinus alpha, donc je peux déjà simplifié par V0, et je vois donc apparaître donc aussi la fraction, le rapport sinus alpha sur cosinus alpha, qui correspond par définition à tangente alpha. Donc tout le membre de droite, donc ici, je vais tout simplement le remplacer par tangente alpha fois x. Okay. Donc là, je vais développer, donc je porte au carré qui me fait tout le terme qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse, à faire x au carré sur V0 carré cosinus au carré qui est de alpha. Donc j'obtiens donc une expression qui constitue, qui me fait deux termes en fait. Donc il y a un terme où je peux faire apparaître grand A, toute cette relation ici, et grand B, cette relation ici. Et j'obtiens donc ainsi donc une équation
du second degré qui correspond à l'équation d'une parabole dont la forme générale est de y est égal à x au carré plus bx plus c. Donc on a donc ici trouvé l'équation de la trajectoire qui est bien l'équation d'une parabole où le terme A est parfaitement défini et le terme B également. Quant au terme C, il vaut 0. Pourquoi? Parce que la balle a été lancée initialement depuis l'origine du repère. Il en serait tout autre chose si on avait lancé la balle depuis une position H, par exemple, ce qui serait le cas, par exemple, dans un exercice de basket ou lancer de javelot et ainsi de suite. Voilà. À ce stade-là, donc, nous avons l'équation de la trajectoire. Donc, tout le travail donc, a été fait, je vous rappelle. Donc, à partir donc, de la seconde loi de Newton, nous avons sorti donc, les coordonnées du vecteur accélération. Nous avons intégré une première fois pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Nous avons intégré une seconde fois pour obtenir les coordonnées du vecteur position qui sont ici. Et en éliminant la variable t entre les deux équations réelles, nous obtenons l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la fonction y, fonction de x. Nous allons maintenant nous intéresser donc à la portée. La portée donc est une grandeur qui est souvent demandée donc au baccalauréat, qui intervient dans de nombreux sports, que ce soit le lancer de javelot, que ce soit lancer de marteau par exemple. Donc quoi correspond la portée? Eh bien, lorsque la balle va être lancée, donc elle va venir à un moment donné toucher le sol, donc le P étant le point d'impact qui est le au sol, eh bien la distance OP correspond à la portée. Alors comment déterminer donc la portée? À partir de l'équation de la trajectoire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc, lorsque le système va venir toucher donc, le sol, on remarque que le point P a une ordonnée donc YP qui vaut 0. Donc on va pouvoir s'appuyer sur l'équation de la trajectoire, tout simplement, en posant que YP est égal à 0, et on va pouvoir sortir XP, XP étant l'abscisse du point P, qui par définition correspond à la portée. Donc, si nous posons YP est égal à 0 dans l'équation de la trajectoire, nous allons pouvoir sortir donc XP qui est donc la portée. Alors, pour des raisons de simplification, je vais considérer que non pas l'équation de la trajectoire avec telle qu'elle est exprimée initialement, mais je vais simplement faire apparaître les termes A et B dans l'équation de la trajectoire, de manière à obtenir donc une équation beaucoup plus simplifiée, à savoir YP est égal à XP au carré plus BXP. Donc ça me permet d'obtenir beaucoup plus rapidement la valeur de l'abscisse XP. Donc je sais qu'à ce stade-là, YP est égal à 0, donc j'ai une équation du second degré. Alors je pourrais également bien sûr résoudre cette équation du second degré, comme je le sais le faire, à partir de déterminants et ainsi de suite, mais là je remarque que je peux mettre XP qui est donc en facteur. En mettant XP en facteur, il sera très facile de déterminer donc la portée. Donc, en mettant XP en facteur, j'ai donc XP facteur de AXP qui est donc plus B est égal à 0. Un produit de facteurs est nul, c'est l'un des facteurs qui est nul. Donc, première solution, c'est XP est égal à 0. Donc, ça, je la connaissais, c'était le point de lancement. Mais cette solution ne m'intéresse pas. Par contre, la seconde solution m'intéresse. Donc, lorsque AXP plus B est égal à 0, je vais pouvoir sortir la valeur de XP, c'est-à-dire la portée. Alors nous avons vu que la seconde solution va nous permettre de déterminer donc XP, la portée. Donc si AXP plus B est égal à 0, donc je sors que XP est égal à moins B qui est mon sur A. Donc à ce stade-là, donc je vais pouvoir remplacer B par son expression tangente alpha et A par son expression moins G sur 2V0 carré cosinus au carré alpha. Donc après qu'il me donne quelques simplifications, donc je vais pouvoir donc faire apparaître donc cette fraction dans un premier temps. Et ensuite, je vais pouvoir arranger les cosinus alpha, et j'obtiens donc ainsi XP est égal à 2V0 carré cosinus alpha fois sinus alpha sur G. Une relation à connaître, c'est que le sinus de 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha sinus alpha. Ça permet en effet d'arranger donc toute cette expression. J'obtiens directement XP est égal à V0 carré fois sinus de 2 alpha sur G. Donc là, on a ici l'expression de la portée, une expression, vous voyez, qui est très simplifiée. On voit bien que la portée va dépendre à la fois de la vitesse et de l'angle alpha. Alors si on vous pose la question, c'est quel angle faut-il choisir pour avoir la portée maximale? Eh bien, on va pouvoir dire qu'il nous faut un sinus 2 alpha maximal. Le sinus 2 alpha maximal, c'est 1. Et pour avoir sinus 2 alpha est égal à 1, il faut que l'angle à l'intérieur de la parenthèse soit égal à 90 degrés. Soit 2 alpha est égal à 90 degrés, ce qui nous fait que alpha est égal à 45 degrés. Ainsi, la portée sera maximale si le lancement de la balle se fait avec un angle alpha qui est de 45 degrés. On voit bien aussi l'influence
de la vitesse qui est sur la portée, elle intervient au carré, donc on voit bien l'importance de lancer la balle très très vite initialement pour que la portée soit maximale. Ce sont bien sûr des paramètres à considérer pour des sports tels que le javelot ou lancer de marteau. Voyons maintenant la méthode générale qu'il faut connaître parfaitement dans ce chapitre mouvement dans un champ de pesanteur de cuniforme. Donc on va considérer que la seule force qui s'applique à notre système donc, est le poids, c'est-à-dire que dans tout l'exercice, on va négliger les forces de frottement de l'air. Donc le système sera en chute libre. Dans ces conditions, le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Dans tous les exercices, on aura cette égalité-là. On va pouvoir, dans le repère qui vous sera précisé dans le sujet, déterminer les coordonnées du vecteur accélération AX, AY. Pour obtenir le vecteur vitesse, on va devoir intégrer les coordonnées du vecteur accélération. Ainsi, la primitive de AX vous donnera VX, la primitive de AY vous donnera VY. Mais vous savez qu'à ce stade-là, il y a toujours des constantes d'intégration qu'il va falloir préciser. Donc K1 et K2, les deux constantes d'intégration, seront déterminées grâce au vecteur vitesse initiale. Donc, le vecteur vitesse initiale sera toujours précisé dans l'énoncé, on sait exactement son orientation, sa valeur. C'est grâce à ces conditions initiales qu'on va pouvoir déterminer K1 et K2 et connaître parfaitement les coordonnées du vecteur vitesse. Une fois que ces coordonnées du vecteur vitesse sont parfaitement connues, on va encore réaliser une intégration. Ainsi, la primitive de Vx vous donnera X, la primitive de Vy vous donnera Y de t. On obtient ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Mais encore, à ce stade-là, deux nouvelles constantes d'intégration vont apparaître, K3 et K4. Et ces deux constantes d'intégration devront être également déterminées à partir du vecteur position OM0. C'est-à-dire qu'on connaîtra parfaitement la position initiale de mon système. Et en éliminant T entre les deux équations horaires, je obtiendrai l'équation de la trajectoire, qui est une équation toujours parabolique. Le terme C est égal à 0 si la balle est lancée depuis l'origine du repère. C sera différent de 0 si la balle est lancée depuis une position H.